Table ronde consacrée donc à l'Europe, avec un titre prometteur, Comment construire une Europe positive. Avec nous pour en parler des Européens convaincus, j'en doute pas une seconde. Tout d'abord Suzanne Georges, Attaque France, l'ONG Attaque. Je pense que vous aurez l'occasion de nous préciser ce que fait cette ONG et quelle est sa dimension européenne. Philippe Lambert, député Europe Écologie au Parlement européen, et Arash Derambarche, qui est conseiller municipal. Oui, vous n'êtes pas député, donc c'est bon, ça a été corrigé. c'est pour bientôt, hein, je vous rassure. À Courbevoie, voilà. Comme je suis quelqu'un de très poli, je vais donner la parole à Madame Georges pour nous confier sa vision d'une Europe plus positive. Merci. Vous me donnez la parole. Vous avez, Merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier l'équipe de l'économie positive de cette invitation et de cette opportunité. Pour répondre à la question, je voudrais commencer par dire, pour faire une Europe positive, il faut démanteler l'Europe négative. Parce que, surtout depuis l'acte unique d'il y a 20 ans, la Commission en particulier, mais l'Europe, ce qu'on appelle l'Europe quand on en parle, a vraiment multiplié les actions négatives, antidémocratiques, tout ce que nous voulons changer à Attaque, mais aussi dans le monde général des ONG en Europe. Nous sommes très unis là-dessus. Et je dois remercier l'Europe, dans une certaine mesure, d'avoir uni les organisations de France, de Navarre et de tous les pays membres, parce que nous luttons ensemble d'un parfait accord. Et c'est cela qui me fait dire qu'il faut rester européen, parce que si on peut se sentir citoyenne d'Europe, ce qui est le cas de plus en plus de gens, à ce moment-là, je pense que nous avons des chances de changer les choses. Mais l'Europe actuelle, pour moi et pour énormément de gens, est la parfaite expression du néolibéralisme, c'est-à-dire d'une configuration politique où on fait confiance au marché, où on pense que la compétitivité doit régner partout, et que cette compétitivité sera acquise à travers la baisse des salaires et la destruction du modèle européen. J'exagère sciemment, mais pour dire les choses très rapidement, c'est à peu près cela. Le fait que l'Europe se soit engagée dans les accords de libre-échange avec les États-Unis, beaucoup d'entre vous savent probablement que je suis américaine d'origine. Je connais bien ce pays, mais je suis citoyenne française, je suis européenne, et je ne souhaite pas qu'il y ait ce que veulent la Commission européenne, apparemment, c'est-à-dire l'intégration profonde avec les États-Unis. Et maintenant, vous avez probablement lu que le TAFTA, ou le TTIP, a été arrêté. En tout cas, M. Hollande a déclaré, M. Fekkel, son ministre, a déclaré que nous ne voulions plus de cela, et peut-être beaucoup d'entre vous pensent que c'est terminé. Pas du tout. Ça recommence en octobre à New York avec des négociations. Et entre-temps, il se focalise sur le CETA, c'est-à-dire l'accord entre l'Europe et le Canada. Et je crois qu'ils pensent pouvoir vendre ça aux Français, parce qu'on pense au Canada un peu comme la vaste frontière, les gentils Canadiens, les méchants Américains. Mais si vous connaissez le Canada, vous savez que c'est dominé par des entreprises transnationales américaines, que 50% de toute la nourriture produite est produite par 5% des agriculteurs, que c'est le modèle industriel et que les Canadiens ont des régulations qui sont extrêmement
inférieure au règlement européen. Alors, je peux vous donner quelques détails. Nous craignons que d'abord que le CETA passe, et si le CETA passe, eh bien, les États-Unis obtiennent tout ce qu'ils veulent. Parce que le CETA contient ce qu'on appelle le ISDS, Investor to State Dispute Settlement, le règlement des différends à travers que l'investisseur peut porter plainte contre un État pour toute mesure législative ou autre qui peut gêner les profits actuels ou futurs de cette entreprise. Ceci existe dans des centaines, des milliers même de traités d'investissement, et ça a été commencé parce qu'il y avait des États où on ne pouvait pas faire confiance aux cours, à la justice dans ces pays. Mais le Canada, la France, l'Allemagne ne sont pas la République du Congo. Nous pouvons faire confiance à nos systèmes judiciaires. L'ISDS donne le privilège aux entreprises étrangères seulement, pas les entreprises du pays, à porter plainte contre le gouvernement pour toute mesure actuelle ou future qui peut entraver leurs profits. D'autre part, le Canada ne reconnaît pas le principe de précaution, qui est le principe qui, en Europe, nous sauvegarde un peu tout de même de toutes les mesures qui pourraient détruire l'environnement, nous empêcher de manger propre, qui pourraient... les Canadiens, par exemple, non seulement ne respectent pas le principe de précaution, mais admettent énormément de poisons que nous avons refusés. D'une part, les OGM, qui ne sont peut-être pas des poisons, mais qui nous disent, enfin, le Canada, comme les États-Unis, nous disent, vous ne basez pas vos décisions sur la science. Nous avons aussi fait une législation contre les hormones dans la viande, et pourtant, le Canada admet le bœuf aux hormones, admet le ractopamine pour les porcs. Enfin, je pourrais continuer avec toute une liste. Mais si on signe le CETA, et ça a l'air d'être ce que veut le président Hollande, mais peut-être aussi les Allemands, nous avons accepté quelque chose qui a déjà été négocié et qui ne pourra pas être revu. Ça s'appelle la clause du cliquet. Le cliquet s'arrête et vous ne pouvez pas revenir sur une chose déjà décidée. Il faut aussi faire ce qu'on appelle une liste négative pour les services. Vous dites, ceci n'est pas ouvert à la concurrence étrangère. Par exemple, vous pourriez dire, l'éducation primaire ne peut pas être concurrencée par des étrangers. Mais si vous n'avez pas mis précisément, et les listes sont longues, il faut dire éducation pour ceci, pour cela, etc., éducation primaire, secondaire, tertiaire, etc., si vous ne l'avez pas mis, ça veut dire que c'est ouvert à la concurrence étrangère. Liste négative, ça veut dire qu'on peut vous attaquer sur tout ce qui n'existe pas sur cette liste. Donc, c'est très, très dangereux. Certains d'entre vous se souviennent qu'en 2005, nous avons eu un référendum sur le traité constitutionnel. Les Français ont voté contre par 55%. Les Hollandais, quelques jours après, par 61%. Quelques mois plus tard, l'Irlande a voté aussi contre. Les trois pays ont été soigneusement ignorés par la Commission, qui a commencé aussitôt à développer le traité de Lisbonne, sous lequel nous vivons, et qui est exactement la même chose que le traité constitutionnel, moins l'hymne de Beethoven, les étoiles dans le drapeau, etc. Philippe connaît tout cela beaucoup mieux que moi. J'espère qu'il sera d'accord avec moi et qu'il renforcera ce que j'ai dit. Mais je voudrais dire... Anecdote. J'ai eu une interview en Espagne d'une personne qui me détaillait des choses que je savais sur
le chômage en Espagne, sur les jeunes qui n'étaient pas employés à plus de 40%, etc. Et elle a dit à la fin, et puis le néolibéralisme, ça ne marche pas. Et j'ai dit, madame, le néolibéralisme marche parfaitement. Il marche parfaitement pour ce qu'il doit faire. Et qu'est-ce qu'il a fait depuis 40 ans, le néolibéralisme? Il a fait le plus grand transfert de fonds, je crois, jamais accompli, du travail, c'est-à-dire des gens qui ont un salaire, vers le capital, qui a basé sur les profits, les rentes, mais le capital, il y a 40 ans, détenait 30% de la valeur du PNB annuel de l'Europe en général. Environ, les pays c'était différent ici et là, mais c'était environ 30% pour l'ensemble de l'Europe dans les années 70. Maintenant, 10% de plus va au capital, qui a maintenant 40% de la valeur du PNB européen, contre 60% pour le travail, qui n'est plus 70%. Bon. Ça veut dire que 10% de la valeur du PNB a été transférée du travail vers le capital, et ça veut dire en termes financiers environ 1600 milliards d'euros tous les ans, qui n'est plus dans la poche des gens, disons, ordinaires, qui travaillent pour un salaire, qui ne sont pas des détenteurs de capitaux. Moyennant quoi, les gens ont moins d'argent dans leur poche, moyennant quoi, les inégalités croissent, moyennant quoi, nous voyons un déclin en Europe, on n'investit pas dans l'infrastructure, dans l'éducation, etc. Alors moi, je voudrais bien créer une Europe positive, je ne veux pas quitter l'Europe. Peut-être plus tard, on pourra parler aussi de comment faire plus d'égalité en Europe. Il y aurait des moyens pour cela, mais essentiellement, je suis malheureusement dans une démarche de défaire d'abord, avant que l'on puisse avoir un terrain suffisamment ouvert pour faire une Europe positive. Voilà ce que je voulais dire. J'espère que je n'ai pas été trop long. Du tout, c'est parfait. Merci beaucoup. Philippe Lamberts, le député européen que vous êtes, je vais vous poser une question provocante par rapport à ce que dit Madame Georges. Une question en 3 points. Est-ce qu'un accord, c'est pas aussi profitable à 2 parties? Est-ce que le principe de précaution qui est unique au monde en Europe, c'est pas on fait rien pendant que les autres travaillent? Et finalement, ce qu'une liste interdit, c'est pas du protectionnisme. Du protectionnisme. Est-ce que ces valeurs-là ne sont pas des valeurs qui ne sont pas forcément positives? Je vous ai dit une question provocante. Bon. Prenez le micro. Devant vous, si vous voulez. Oui, bien. Bon, je ne sais pas s'il y aura un accord, mais je suis évidemment tout à fait sur la même ligne que Suzanne sur toute la gesticulation qu'il y a autour de ces accords de libre-échange. Dites-vous qu'il y a 5 ans, on n'en parlait pas de ces accords de libre-échange. Et c'est déjà très heureux qu'aujourd'hui, c'est devenu le sujet numéro 1, en tout cas dans mon pays. 80% des invitations que je reçois, c'est pour discuter de ces choses-là. Qu'est la Belgique, oui. Est-ce qu'on aura des accords? En tout cas, l'accord avec le Canada, il est conclu. Il n'attend que d'être ratifié. Enfin, il doit d'abord être signé le 20 octobre et puis il devrait être ratifié. En effet, tout le cinéma, et je peux pas, et c'est un mauvais cinéma, je ne peux pas qualifier ça d'autre chose. Ce que fait que les Hollande racontent, c'est vraiment un écran de fumée pour cacher le fait qu'en fait, ils sont favorables à ces accords de libre-échange. Et donc, ils veulent faire passer l'accord avec le Canada, qui a ceci de particulier qu'il y a des dizaines de milliers d'entreprises américaines qui ont une tête de pont au Canada, ce qui leur permet en fait d'utiliser l'accord entre le Canada et l'Europe, s'il est un jour ratifié, pour utiliser ces mécanismes, ces tribunaux arbitraux pour attaquer les législations des États membres. Alors, vous parlez de protectionnisme. En fait, je suis un souverainiste profond, c'est-à-dire que je suis très attaché à la hiérarchie des normes entre l'État et le marché.
Et donc je souhaite que nos démocraties demeurent souveraines, c'est-à-dire que ce soit elles qui fassent les choix qui déterminent leur avenir. Or, la logique même de ces accords de libre-échange consiste à en fait soumettre les démocraties à l'arbitrage, non pas simplement de juge-arbitre, mais à l'arbitrage tout simplement des entreprises multinationales, c'est-à-dire celles qui peuvent jouer sur un marché dont les frontières ne sont pas les mêmes que celles de l'espace démocratique. Donc, évidemment, l'espace démocratique, il existe au niveau local, au niveau régional, au niveau national, au niveau européen. Au niveau européen, c'est un espace démocratique en devenir, mais en tout cas, il y a un embryon de démocratie transnationale. Il n'y a pas, que je sache, un espace démocratique transatlantique. Vous n'avez pas une commission transatlantique élue répondant à un parlement transatlantique capable de faire des règles pour le marché transatlantique. Ça n'existe pas. Dès lors, les entreprises qui joueraient dans le cadre de ces traités de libre-échange transatlantiques pourraient en permanence jouer les États les uns contre les autres. D'ailleurs, on sait bien comment ça marche, puisque le principe du marché intégré, du marché unique européen, c'est celui-là. C'est un marché unique, donc, dont les frontières sont celles des 28 réunis, mais au sein desquelles il y a 28 juridictions différentes, par exemple pour les matières sociales, pour les matières fiscales. Et donc, évidemment, on observe tous les jours, et Apple est un cas récent, les entreprises jouer la concurrence entre les 28 États membres, une concurrence dont on sait très bien qu'elle n'a pas pour but de favoriser le mieux-disant, mais bien le moins-disant. C'est une concurrence vers le bas. Alors, quand vous dites protectionnisme, en fait, ce à quoi je suis attaché, c'est que ce soit encore les démocraties qui fixent les règles, autrement dit qu'il est permis de traverser les frontières de l'Union européenne. Il est permis à des biens, à des services et même à des capitaux de traverser les frontières. Simplement, ça suppose de respecter un certain nombre de règles et de passer à la caisse si on ne les respecte pas. Vous pouvez appeler ça du protectionnisme, moi j'appelle ça de la démocratie. Et soit dit en passant, protectionnisme, vous le dites, ce n'est pas un mot positif. Enfin, d'abord, protection, je trouve ça plutôt un mot positif. Mais, je dis, s'il y a bien un ensemble politique qui est libre-échangiste, c'est bien l'Europe. Parce que vous allez aux États-Unis, c'est un pays protectionniste. Vous allez en Chine, c'est un pays protectionniste. Vous avez aux États-Unis quelque chose qui s'appelle, et qui est très bien, à mon sens, le Buy American Act, qui est que si vous êtes un pouvoir public au niveau local, au niveau d'un comté, au niveau d'un État, au niveau fédéral, vous avez la faculté de donner priorité à des fournisseurs locaux. On vient de gagner, Alstom vient de gagner le TGV Boston-Washington, oui, je dis bien. Petit détail, pour le gagner, Alstom a dû s'engager évidemment à faire fabriquer tout le matériel roulant aux États-Unis. Est-ce que vous pensez qu'il existe un Buy European Act? Évidemment que non, parce que c'est considéré comme quelque chose de pas positif, vous voyez. Et donc ça, c'est la naïveté des Européens qui sont libre-échangistes au sens du seul couple qui va à la partouze à poil quand tous les autres sont habillés. Je suis désolé de le dire, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Vous avez une c'est slide, vraiment ça. peut-être? Et donc, maintenant, je vais diverger de Suzanne quand même sur un point. Suzanne, c'est quoi l'Europe? L'Europe, c'est 3 institutions qui s'appellent la Commission européenne, constituée de 28 commissaires désignés chacun par les gouvernements des États membres et autorisés, ou en tout cas entérinés, par le Parlement européen. Et donc justement, le Parlement européen, c'est qui? C'est 751 députés, élus par, figurez-vous, les mêmes citoyens qui élisent les assemblées nationales, régionales, qui élisent leurs conseils municipaux. C'est les mêmes, ce n'est pas des autres, c'est les mêmes. Et c'est le Conseil constitué des 28 gouvernements de l'État de l'Union élus encore par ces mêmes citoyens. Donc quand tu dis la Commission veut, mais non, les majorités au pouvoir en Europe veulent. Si demain nous avons un traité avec le Canada qui est approuvé, si demain le TAFTA est un jour conclu, c'est parce que les majorités politiques qui sont présentes en Europe, qui sont au pouvoir en Europe, l'auront voulu. Je vais dire, François Hollande veut les traités de libre-échange au même titre que Angela Merkel. Et c'est ça les majorités en Europe. Et donc ce n'est pas la Commission. La Commission n'est jamais que le produit des majorités qui sont là. Ce n'est pas une autre majorité. Simplement, l'intérêt de l'échelon européen, c'est qu'il permet aux gouvernements nationaux de faire le contraire de ce qu'ils disent sans que ça ne se voie trop. C'est ça l'objectif. Et donc vous avez Hollande
qui dit ici, la main sur le cœur, nous ne voulons pas de ce traité commercial transatlantique. Néanmoins, la France a donné mandat à la Commission tout début juillet pour continuer les négociations. Et que je sache, le gouvernement n'a pas changé entre fin juin et début septembre en France. Ou alors j'ai raté un épisode, mais je pense que c'est le même. Donc, je vais dire, c'est ça, ça permet de faire le contraire de ce qu'on dit. De dire, j'ai encore un exemple, parce que bon, je tape un peu sur Hollande, parlons de Sarkozy. Je me rappelle, j'étais député européen à la fin de l'administration Sarkozy, et donc je me rappelle de déclarations très viriles du genre « le temps des bonus pour les banquiers est terminé, vient le temps des malus ». Au même moment, nous négocions un texte au Parlement européen, et j'étais le rapporteur des Verts sur le sujet, et dans ce texte, nous avons inséré les premières mesures de limitation des bonus. Et puis un texte est venu ensuite, et on a encore renforcé le truc. Eh bien, le représentant français au Conseil, il était le plus virulemment opposé à toute insertion de règles sur la limitation des bonus dans le texte. Au même moment. Donc vous aviez un fonctionnaire de Bercy qui disait l'exact contraire de ce que le monarque élu disait en France. Et donc, vous dites, mais comment est-ce possible? Et donc, ça, c'est l'Europe à laquelle nous avons affaire aujourd'hui. C'est l'Europe d'une majorité politique qui pousse en effet les idées néolibérales qui consistent à dire le marché est un bon allocateur de ressources, l'État un mauvais allocateur de ressources, il faut comprimer le rôle de l'État, étendre le rôle du marché, parce que le marché, lui, sait ce qu'il fait. En tout cas, on l'a vu en 2008, par exemple. Il sait, il est efficace. Et par ailleurs, il faut viser, comme tu le disais très bien, à la compétitivité, et pas à la compétitivité sur la valeur, non, à la compétitivité sur le coût. Et donc, le facteur de coût qui est par excellence la variable d'ajustement, ce sont les salaires. Donc, il faut comprimer les salaires, donc les revenus directs et indirects du travail, c'est-à-dire les salaires et la sécu, et il faut de manière à être compétitif. Et donc pour ça, il faut réduire le rôle de l'État. Et ça, c'est ce qui est en œuvre en Europe, porté par le consensus des partis mainstream depuis 30 ans. Alors certains ont été convertis un peu plus tard. Je veux dire, c'est clair qu'un Macron au PS en France, il y a 10 ans, c'était impensable. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Mais voilà, aujourd'hui, c'est ce à quoi nous sommes confrontés. Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir une Europe positive? Ben oui, moi je le crois en fait, et on l'a déjà vu. Qu'est-ce que c'était le projet de l'Union européenne à l'origine? C'est en fait d'assurer la paix sur ce continent, essentiellement par deux voies. La première, c'est l'extension du règne des libertés et de la démocratie, autrement dit, faire en sorte qu'on puisse plus se retrouver avec des régimes fascistes en Europe. Et quand on voit le travail que les Alliés ont consacré à rédiger une constitution allemande qui rend extrêmement difficile toute une série de lois liberticides adoptées en France serait impensable en Allemagne parce que la Cour constitutionnelle veille. Et donc, extension de la démocratie et des libertés d'une part, et pour ce qui est du marché, par une prospérité partagée. Et c'est ce qu'on a vu pendant 30 ans. Les débuts de la construction européenne se sont accompagnés de la mise en place de systèmes fiscaux qui n'ont jamais été aussi redistributifs et de la mise en place et de la généralisation de ce qu'on appelle aujourd'hui la sécurité sociale. Les 30 premières années, ce qu'on appelle aussi les 30 glorieuses, c'est ça. Et donc, la construction européenne est allée de pair avec ces mouvements. Et donc, quand on regarde les courbes d'inégalité de patrimoine Piketty ou d'inégalité de revenus Atkinson, qu'est-ce qu'on constate? Que c'est comme par hasard 30 années au cours desquelles les inégalités et de patrimoine et de revenus se sont réduites en Europe. Donc la prospérité a été vraiment partagée. Et puis, révolution néolibérale, la construction européenne se poursuit, et qu'est-ce qu'on voit? La croissance continue, à 2% l'an en moyenne depuis le début de la révolution néolibérale, et les inégalités de patrimoine et de revenus explosent, et donc de plus en plus d'Européens sont laissés sur le bord de la route. Aujourd'hui, même en Allemagne, 25% des Européens sont en risque de pauvreté et d'exclusion sociale. 25%, un quart de la population. Et vous vous étonnez du Front National, et vous vous étonnez d'AfD, et vous vous étonnez de UKIP, et vous vous étonnez des mouvements d'extrême droite un peu partout. Alors bien sûr, on a toujours eu des mouvements fachos en Europe, on a toujours eu des mouvements racistes qui étaient marginaux. Mais comment se fait-il qu'ils ont des bataillons qui les font pointer à 30, 35, 40%? Eh bien parce qu'une partie importante de nos populations se sentent, et à juste titre, elles peuvent le mesurer chaque mois dans leurs revenus, laissées pour compte. Laissées pour compte. Et donc une Europe positive, pour moi, c'est simplement une Europe qui revient à son ambition initiale, l'extension de la paix par la démocratie et les libertés,
et par une prospérité non seulement partagée, et ça c'est le paramètre du XXIe siècle, une prospérité durable. Est-ce que c'est ce que Jean-Claude Juncker, que je rencontrais encore lundi en tête-à-tête, est-ce que c'est ça qu'il a en tête? Absolument pas. Est-ce que c'est ça qu'on discute aujourd'hui à Bratislava? Non. On s'imagine répondre au marasme européen en disant on va faire l'Europe de la défense, c'est-à-dire essentiellement un quartier général et acheter nos canons et nos avions ensemble. Est-ce que vous pensez que le citoyen moyen qui vote Front National ou AFD, ou même tous les abstentionnistes qui se disent « mais comment est-il possible que moi j'ai voté pour un socialiste et une politique ultralibérale et donc je vais rester à la maison », est-ce que vous pensez que c'est ça qui va les ramener l'année prochaine pour voter pour un projet positif? Moi, quand je viens dans ce pays que j'adore et dans lequel j'espère finir mes jours, eh bien, tous mes amis en France me disent « on ne sait vraiment pas quoi faire ». Si ça, c'est l'offre politique, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On a le choix entre le mainstream et, de droite ou de gauche, peu importe, ça ne veut plus rien dire, on a le choix entre le mainstream et l'extrême droite. Oui, bon, il y a bien quelques groupuscules de gauche et d'extrême gauche, mais qui sont insignifiants. Et donc, voilà la situation dans laquelle on est, sur un continent qui n'a jamais été aussi riche. Cherchez l'erreur. Arash, ce constat européen à grande échelle, est-ce que vous le constatez au niveau local de Courbevoie? Je vais me lever parce que comme je suis un peu plus petit en taille. Donc, bonjour à tous, merci pour votre invitation. Je suis honoré de débattre avec de belles personnes comme ça qui ont une belle expérience. Moi, je suis un petit jeune élu, ce qu'on dit, que je suis élu depuis 2 ans. Je suis été élu en mars 2014. Et si vous me permettez de faire une toute petite parenthèse, je voudrais juste remercier les organisateurs du LH Forum, Audrey, Monsieur Attali, Sonia Diop, Joy et Isabelle Lefort, entre autres. Alors, mes parents, qui viennent d'Iran, sont venus ici en 1979 parce que ils sont venus pour une Europe positive. Ils ne sont pas allés aux États-Unis, ils ne sont pas allés ailleurs, ils sont venus en Europe. Ils sont venus en France. Ils auraient pu venir en Belgique, mais ils sont venus en France. Et je suis né à Paris. Donc je suis ce qu'on appelle un enfant de la Révolution, parce que je suis né en 79, né à Paris, fier d'être français. Et j'avais besoin de renvoyer cet ascenseur. Je me sentais redevable, je me sens toujours redevable, et je me sentirai éternellement reconnaissant, parce que c'est pour moi le plus beau pays du monde. On a tout reçu depuis le début. J'ai eu un parcours scolaire chaotique. Je pense que je dois battre le record du monde de redoublement à l'école. J'ai dû redoubler 9 fois. Vous voyez? Mais ça ne m'a pas empêché d'avoir la thèse de droit en décembre dernier et d'être avocat bientôt, dans quelques mois, et d'être éditeur. Parce que c'est un pays qui vous permet, c'est un continent qui vous permet de toucher vos rêves. Alors, j'avais besoin de renvoyer l'ascenseur. Pour renvoyer l'ascenseur, je me suis dit, il faut faire de la politique, parce que c'est la politique qui permet en fait de donner du sens à ses actes. Conseiller municipal, donc j'ai été élu à Courbevoie, dans une ville que certains connaissent certainement, avec la Défense, qui est une des plus grandes plateformes économiques au monde. C'est une ville de 4 hectares. Et première opération que j'ai menée, ça venait de quelque chose que j'estime être un parcours personnel difficile, c'est-à-dire que j'ai connu la faim. C'est difficile d'en parler, j'en parle beaucoup plus facilement maintenant que je suis élu. C'est-à-dire que lorsque j'avais 19 ans, je gagnais que 800 € par mois. Je payais mon loyer qui était de 400 €. Et il me restait 400 € pendant 3 semaines. C'est un peu honteux de parler de ça parce qu'on vit dans une société où il faut toujours montrer la belle image, montrer qu'on est toujours au plus haut de sa forme et qu'on n'est pas dans une faiblesse. Et j'ai commencé à parler de ça de façon impromptue et je l'assume maintenant complètement pour dire en fait que l'énergie, il faut toujours la positiver. Je me suis dit, personne ne va faire ça, où on voit l'aberration notamment de la nourriture jetée dans les poubelles. Et comme personne ne le fait, je demandais à ma mère, pourquoi maman, on jette de la nourriture consommable dans une poubelle et il y a un monsieur qui fouille dedans. Ma mère me dit, ce monsieur a faim. C'est un truc aussi simple que ça. Bon, donc moi je galérais, donc je gagnais à 19 ans, j'ai pris mon indépendance, je mangeais des pâtes, voilà, c'est des trucs très traditionnels que tout le monde fait quand on est étudiant, beaucoup en tout cas. Et donc je suis allé voir, juste peu de mois après mon élection à Courbevoie, Franprix et Monoprix, pour ne pas les citer, j'espère qu'ils ne sont pas partenaires du LH Forum, sinon ils ne seront pas partenaires l'année prochaine, mais bon. Donc veuillez m'excuser, ça ne tient qu'à moi ici. Voilà. Ils m'ont refusé, ils m'ont dit voilà,
il vous faut la chambre de froid. Je ne sais pas ce que c'était que la chambre de froid. Je suis allé me renseigner. On m'a dit la chambre de froid, ça coûte très cher. Je n'avais pas les sous. Donc j'ai dit, j'ai pas les sous. Le patron de Monoprix et de Franprix m'a dit, si vous n'avez pas la chambre de froid, pas de nourriture consommable pour vous et pour les autres. Je dis, ok, c'est cool. J'ai attendu 20 heures et je voyais cette nourriture jetée dans la poubelle. Je dis, mais monsieur, vous n'avez pas honte, franchement. Il y a des gens là qui font la queue et vous mettez de l'eau de Javel en plus dessus. Je suis allé voir le Carrefour Market, je lui ai retourné le cerveau, pour rien vous cacher. Je lui ai dit, voilà, dans 5 ans, ça se trouve, ça sera moi le futur maire, on ne sait pas. Hein. Et je vous renverrai l'ascenseur. Je vous mettrai des panneaux d'indication et de signalisation pour que les gens viennent chez vous au lieu d'aller chez Franprix et Monoprix. Il m'a dit, ok, ben super. Donc, il m'a donné les invendus, il m'a dit, par contre, 2 mois. Le pauvre, il ne savait pas ce qui lui a attendu parce que je lui ai ramené une quarantaine de presse. J'ai fait ce qu'on appelle un route médiatique. On était 3 au départ, 3 bénévoles. Et j'ai fait quelque chose qui était une astuce, en fait, qui était un vide juridique. C'est-à-dire que je n'avais pas la chambre de froid pour stocker la nourriture, je n'avais pas de moyens de stocker, je n'avais pas la logistique. Donc je suis allé voir des nutritionnistes et des médecins. Et on m'a dit, si tu fais une distribution immédiate, tu peux récupérer les invendus et les donner immédiatement. Donc on est parti à 19h30. On a récupéré les invendus, 50 kilos tous les soirs, c'est l'équivalent de 500 €. On a pu nourrir une centaine de personnes, 50 personnes de la classe moyenne invisible, cette fameuse classe moyenne invisible dont parle Philippe Lambert, extrêmement bien, 25% en Allemagne notamment. Chez nous, c'est 10 millions de Français. C'est-à-dire que le 10 du mois, il n'y a plus d'argent sur le compte en banque. Les mères de famille célibataires qui vivent avec 2 enfants, les retraités, les fonctionnaires, voilà, ça c'est la réalité du terrain. C'est cette population-là qui vote maintenant Front National ou qui s'abstient. Et c'est cette classe moyenne-là qui, aujourd'hui, c'est 40% d'abstention dans les élections. Ou alors qui vote Front National, où on voit par exemple le débat d'hier soir, que j'ai regardé avec attention, un monsieur, un chef d'entreprise, ou un retraité qui dit « maintenant je vote Front National, moi ». Ça, c'est l'échec de la démocratie et de l'Europe positive. Parce qu'on ne s'intéresse plus aux gens. On s'est détourné. Et la réalité, c'est ça. Quand on se détourne des gens qui ont faim et qui ont soif, ces gens-là, vous créez une bombe atomique en retour. Donc on a monté une pétition. J'ai monté une pétition, j'ai demandé à Mathieu Kassovitz, à des personnalités, parce qu'évidemment, le 7 janvier, et on l'a tous fait, on s'est tous recueillis à cause des attentats de Charlie Hebdo. Alors vous imaginez, nous en France, tous, ici, l'objectif c'était uniquement, et c'est important, parce qu'on devait tous se souder les coudes contre le terrorisme, mais du coup, il n'y avait plus d'autres sujets sur autre chose. On ne pouvait plus parler de la fraternité. Et la France, c'est la fraternité. On parle souvent de la liberté et de l'égalité, mais on parle peu de la fraternité. Et pour cause, parce que quand notre République a été créée, c'était liberté, égalité et propriété. La fraternité est arrivée après, en Troisième République. Donc c'est une notion qui doit s'illustrer par les politiques, par tout le monde. Et la fraternité, ce n'est pas simplement la solidarité, c'est quelque chose de plus fort. C'est que nous, entre êtres humains, on doit revenir aux basiques, aux fondamentaux. Les êtres humains qui ont faim, on ne peut pas laisser passer ça. Moi, je vous dis honnêtement, j'ai été choqué. Mon frère habite depuis l'âge de 19 ans aux États-Unis. Je suis allé à Hollywood Boulevard parce que, comme un touriste, je me suis dit, est-ce qu'on va à Hollywood Boulevard? Et pour acheter le truc I Love Hollywood, pour moi, au réfrigérateur. Et je vois des gens couchés par terre. Un policier vient lui donner une amende. Et des gens, on aurait dit, voilà, un fantôme. Il n'existe pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire quoi, ça? Nous, en Europe, on ne peut pas. Ce ne sont pas nos valeurs. D'ailleurs, ce ne sont pas les valeurs des êtres humains, mais chez nous, en Europe, on doit avoir les valeurs de l'humain. On a monté une pétition assez puissante. On a fait plus de 210 000 signatures sur change.org, soutenue entre autres par beaucoup d'associations, hein, par notamment la fondation de Bono, l'association One France. Et j'ai utilisé en parallèle des stratagèmes, des outils législatifs. On voyait passer un amendement, donc on voyait passer le projet de loi. Donc le projet de loi émane du gouvernement, la loi Macron, où il y a 400 milliards de lois dedans, on ne sait même plus pour qui et pourquoi, mais bon, on fait passer l'amendement en deuxième lecture. L'hémicycle au Sénat, comme d'habitude, quasiment vide, sauf que là, on voit passer l'amendement. Les deux notions sur lesquelles nous voulions peser, c'était l'obligation pour les supermarchés de donner les invendus aux supermarchés de leur choix, obligation pour les supermarchés de superficie de 400 mètres carrés. 5 minutes de débat, on passe de l'obligation à la possibilité, et de 400 mètres carrés à 1000 mètres carrés. Donc on restreint le champ. Bravo les lobbies, super, et les politiques, la honte. Donc moi je suis allé voir les sénateurs, je dis mais excusez-moi, vous vous foutez de moi. 10 minutes avant, vous me dites pas de problème, à l'unanimité, machin et tout, et après là, vous changez des notions hyper importantes. C'est-à-dire qu'en gros,
Si un supermarché ne veut plus le faire, il ne le fait pas. Voilà. J'ai envie de continuer à jeter à la poubelle la nourriture, c'est comme bon lui semble. On a réutilisé un deuxième projet de loi, Ségolène Royal, transition énergétique. On fait passer l'amendement à l'unanimité cette fois, incroyable. Sauf que comme c'est en dernière lecture, vice de procédure, le Conseil constitutionnel l'invalide au mois d'août. Mais bon, on ne va pas perdre courage, parce que là, il ne faut pas lâcher. Et on a posé quelque chose qui est quasiment rare sur la Ve République, c'est qu'on a posé exactement la même proposition de loi, donc émane d'un parlementaire, au Sénat et à l'Assemblée nationale. On a mis tout le monde d'accord. Au même moment, Madame Royal veut faire un accord avec la grande distribution. Elle me dit, Monsieur Derenbarch, nous, on veut l'accord. Moi, je lui dis, non, Madame Royal, il faut la loi pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Alors, vous êtes citoyen, je vais vous raconter juste pourquoi. Un tiers de la grande distribution dépend de la Fédération de commerce et de la grande distribution, la FCD, et des sièges sociaux. Si Monsieur Monoprix, si Monsieur Carrefour ou Monsieur je ne sais qui dit Auchan, dit voilà, on fait l'accord, ça ne touche qu'un tiers de toute la grande distribution. Les 2 tiers, ce sont des franchises. Ça crée des usines à gaz. Moi, je ne suis pas pour faire 50 milliards de lois. Mais à un moment donné, il faut mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, il faut créer un encadrement légal. Et ensuite, tout le monde se débrouille dedans. Donc, on a fait passer la loi. Première lecture, le 9 décembre, à l'Assemblée nationale, vote à l'unanimité. La navette en deuxième lecture, le 3 février, à l'unanimité. C'est une des lois les plus rapidement votées sur la Ve République. À 1 an des présidentielles législatives, je peux vous dire que, avec toutes les pressions qu'on a reçues, notamment moi, ils ont fait appeler mon bureau. Enfin, j'ai reçu beaucoup de pression. La grande distribution a même demandé à des parlementaires de ne pas voter cette loi, sinon ils allaient enlever les subventions pour les clubs sportifs, pour des associations et d'autres, je ne sais quoi d'autre. C'est tout à l'honneur du Parlement français qui, pour une fois, n'est pas allé sur des divisions stériles. La gauche et la droite s'est honoré de voter quelque chose qui, pour une fois, était fantastiquement efficace. Que dit la loi? N'importe quel citoyen aujourd'hui, concrètement, peut créer sa propre association, obtenir l'habilitation et ensuite aller réclamer les invendus alimentaires. Si le supermarché refuse, donc c'est un droit opposable, hein, si le supermarché refuse, c'est 3 750 € d'amende. C'est une première dans le monde. Il y avait un petit précédent, c'était chez nos amis belges, hein, à Herstal, pour être précis. Frédéric Dardenne, qui est votre collègue, l'avait fait passer dans son bourg, mais pas dans tout le pays qui est fédéral. Et là, donc, nous avons monté une deuxième pétition, c'était l'année dernière, avec le soutien de la Croix-Rouge française et Action contre la faim. Et voilà l'aberration, on va y arriver sur l'Europe positive ou négative, selon le point de vue. Il y a quelque chose qui s'appelle fondé sur le traité de Lisbonne, qu'on appelle l'initiative citoyenne. L'initiative citoyenne, c'est quoi? C'est simple, c'est que n'importe qui ici dans cette salle peut créer en fait une pétition, et je vais arriver sur la nuance, obtenir 1 million de signatures, mais les pétitionnaires doivent émaner d'un quart de la population européenne. Pas de problème, on l'a monté sur change.org, on est à 800 000 signatures. Il y a plus d'une quinzaine de membres de l'Union européenne qui sont des pétitionnaires avec moi. Et qu'est-ce que j'apprends? Il faut en fait monter cette pétition sur le site de la Commission européenne. Et pour pouvoir signer, il faut mettre vos identifiants de carte d'identité. Le fichier. Donc ils ont un fichier, ils ont vos pièces d'identité. Ah si, mais je peux vous le dire, monsieur le député. Je peux vous dire une chose, c'est que si vous ne passez pas par ce site, avec vos identifiants, en tout cas, je ne sais pas si maintenant ça a changé, mais en tout cas, il faut mettre vos identifiants, ça c'est sûr. Nous, on nous a demandé nos pièces d'identité. Bon, en tout cas, il faut mettre vos identifiants, donc du coup, on est fiché. Et donc du coup, moi je me suis dit, ça ne se passera pas comme ça, on fera le million, et on fera pression. Il y a eu la circulaire, économie circulaire qui est passée, la directive. On a fait glisser un amendement. Autre aberration, donc en parallèle toujours de la pétition. Le 9 juillet 2015, ça a été voté haut la main. 3 pays ont voté contre, l'Allemagne, l'Autriche et la Pologne, dans le même groupe PPE. Pourquoi? Parce que selon ces pays, le gaspillage alimentaire doit être régi par le clergé. C'est ça que je trouve extraordinaire. Donc vous voyez déjà, on ramène des complications à des complications, des problèmes culturels, des problèmes de tradition. La Belgique a voté, hein, le groupe Vert d'ailleurs a voté, je vous remercie infiniment. Et vous voyez, comme quoi il n'y a pas de problème de gauche-droite là-dessus, c'est juste de l'humain et de bon sens. Et voilà, donc on se retrouve aujourd'hui avec une loi qui marche en France. Donc moi je prends mon bâton de pèlerin, je ne gagne pas d'argent parce que je suis un petit conseiller municipal de merde, entre guillemets, parce que je ne gagne pas d'argent, je n'ai pas de revenus,
J'essaie de faire, tant bien que mal, avec mon petit bonhomme de chemin, passer cette loi et de faire de la pédagogie. Je suis venu ici et je remercie infiniment les organisateurs de me permettre de vous exposer ce projet. N'importe qui aujourd'hui en France peut faire passer la loi et on a besoin de soutien, notamment de monsieur le député, pour obtenir le soutien du président de la Commission européenne, monsieur le député. Je vous demande juste si au moins vous pouvez faire ça. On vous en sera gré, vraiment. Il y a 100 millions de personnes dans l'Union européenne qui ont faim. Cette loi va permettre à des millions de personnes de manger. Merci de m'avoir écouté. Merci. Il nous reste 10 minutes. Je voudrais poser une question à tous les trois en guise de conclusion. Finalement, double question. Est-ce que quand on vient d'entendre ce qu'on a entendu sur l'initiative locale, finalement, sur ce qu'on peut tous faire en tant que citoyens, mise en parallèle à une défiance dans l'Europe, à une perte de confiance de l'Europe, de tous les citoyens européens, finalement, qui peut-être n'y comprennent plus rien, est-ce que la vraie solution, elle n'est pas là? C'est-à-dire arrêter d'attendre tout des traités, des gens qui régissent, des officines européennes pour lesquelles, une fois de plus, on a peut-être perdu confiance et que la vraie solution, elle n'est pas, j'allais dire un gros mot, mais bougeons-nous la partie charnue de notre individu pour que ça change. Suzanne. Arrêter tous les traités, c'est ça? Non, c'est l'initiative locale, peut-être avant et plus efficace que tout ce qui peut être grand traité ou initiative à haut niveau. Je pense qu'il faut plus de règles, mais il faut que ces règles soient dans l'ordre de ce que nous avons dit de différentes manières tous les trois. C'est-à-dire que si on veut rester dans l'euro, et maintenant, il y a non seulement le Front National, mais il y a aussi en France beaucoup de gens de gauche qui disent qu'il faut sortir de l'euro. Je ne suis pas d'accord parce que nous continuons à... les dettes de la France resteraient libellées en euros. Il faudrait les rembourser en euros avec un franc dévalué. Bonjour l'austérité. Ce serait, je crois, une très mauvaise solution. Mais ce que l'on pourrait imaginer, c'est un système comme celui que Keynes avait proposé pendant la Deuxième Guerre mondiale pour le monde, pour les échanges du monde. C'est-à-dire, il proposait que si vous aviez des surplus, comme si vous aviez des déficits, avec l'euro, on ne peut pas dévaluer et on ne peut pas surévaluer. Mais ce que l'on pourrait faire, c'est des bilans à la fin de l'année et obliger ceux qui avaient des surplus excédant tel ou tel niveau de payer une taxe vers l'Europe qui serait redistribuée. Je pense que l'Allemagne serait contre, mais il me semble que si on n'équilibre pas l'euro de façon beaucoup plus juste pour les pays du Sud, ça va éclater d'une manière ou d'une autre. On peut, maintenant, la France serait pour, à n'en pas douter. Oui, mais l'Europe se justifie dans tous ces traités avec des études qui sont faites sur un modèle économique qui présuppose, c'est étonnant, présuppose le plein emploi. Le modèle dit les gens qui sont au chômage vont trouver quelque chose tout de suite, c'est pas un problème. Et avec ça, ils arrivent à dire on va gagner tant et chaque famille aura tant et on aura créé tant d'emplois. C'est complètement faux. Il y a quelqu'un qui a publié non seulement une étude sur l'Europe en général avec le TAFTA, mais qui vient de publier sur le CETA une étude similaire où il montre qu'au contraire, l'Europe perdrait, si le CETA est ratifié, 230 000 emplois de plus et que l'on perdrait en revenus. On peut vendre n'importe quoi avec n'importe quel modèle économique. Il faut d'abord sortir de là et faire des lois d'échange beaucoup plus équitables. Et puis cesser de prendre l'argent. C'est comme disait Alphonse Allais, l'humoriste du 19e siècle. Il a dit, si c'est de l'argent que vous cherchez, prenez-le où il est le plus abondant, c'est-à-dire chez les pauvres. D'accord, ils n'en ont pas beaucoup, mais ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Voilà, alors il faut cesser de faire ça. Merci beaucoup Philippe, à propos d'initiatives locales et de... Ah oui, mais je crois que c'est une question absolument capitale. Et qui a vu le film Demain ici ?
Ouais, ok. Mais je crois que le film est excellent parce qu'il illustre en effet que vivre en société, c'est un sport d'équipe. Et qu'en effet, on ne peut pas tout attendre de l'arbitre ou du capitaine de l'équipe. Ça ne marche que si tous les joueurs jouent. Et donc, oui, on doit se bouger le popotin, c'est évident. Et c'est comme ça que les choses changent. Et je dirais même que quand les citoyens désinvestissent de la société dont ils font partie, c'est déjà la fin de la démocratie. Mais je ne pose pas la question en ou bien, c'est et. Autrement dit, et vous l'avez très bien dit, il y a des structures, et ces structures, elles sont fixées dans notre droit, et ces structures consacrent le pouvoir de certains au détriment d'autres. Et c'est pour ça que vous avez insisté pour une loi et pas pour un accord non contraignant. Parce qu'à un moment, il faut agir sur les structures. Et en votant cette loi, on a changé quelque chose dans la structure de la grande distribution en France. Et donc, c'est l'un et l'autre. Donc, dire, moi, j'ai plus confiance dans les structures démocratiques, et certains ont lu le film Demain comme ça, mais quand on le regarde bien, ce n'est pas du tout le message du film. Mais c'est finalement, on ne peut plus faire confiance aux politiques, et donc, faisons notre taf là où on est, organisons-nous, à la limite en dehors ou à côté de la société. Parce que pendant qu'on fait ça, si on ne change pas les structures de l'exploitation des humains et de la planète, eh bien, elles continuent à faire des ravages. Mais simplement dire « je m'en remets à l'élite, à l'avant-garde éclairée du peuple » dans le modèle 19e ou 20e siècle, ça c'est une grossière erreur. Parce qu'en effet, qu'est-ce qu'on constate? C'est que très largement, nos élites, entre guillemets, politiques ont été capturées par des intérêts très, très, très particuliers. Les 1%, c'est quand même très particulier. On peut difficilement résumer l'intérêt général à celui d'1% de la population. Et donc, il y a intérêt à mettre le système en tension. Mais une tension qui soit féconde, évidemment. Et ça, c'est le fait pour des citoyens de se mobiliser individuellement, mais surtout collectivement, pour faire bouger les choses sur le terrain, et à la fois pour investir le champ politique. C'est ce que vous avez fait. Vous n'êtes pas dit, je vais m'en remettre à mon député, moi je rentre dans la mêlée. Parce qu'après tout, et c'est un ancien Premier ministre belge qui disait ça, au sujet de la politique, quand tous les dégoûtés seront partis, il ne restera que les dégoûtants. Et donc, plutôt que leur laisser le terrain, eh bien on y va. Non, c'était Paul van den Boeynants, un ancien Premier ministre chrétien-démocrate qui lui-même d'ailleurs en connaissait quelque chose de la corruption. Mais enfin, merci. Peu importe. Merci. Arash, j'imagine que vous êtes... Beau sens de la formule en tout cas. J'imagine que vous êtes d'accord avec cette vision. Moi, je suis vraiment passionné par ce que disent Suzanne et Philippe. Vraiment, c'est passionnant. J'apprends beaucoup. On meurt d'une chose. S'il y a une chose qu'il faut réformer, c'est la corruption, les conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts, ça tue la démocratie positive de l'Europe. Et il faut impérativement mettre la pression là-dessus. Vous savez, quand j'ai mené cette campagne, on m'a dit voilà, le lobby de l'agroalimentaire, c'est un lobby qui est très puissant. Dès le début, on m'a bien fait comprendre qu'il ne fallait pas que je bouge, s'y frotter. Que ça soit dans l'Union européenne, c'était la même chose. Ils financent beaucoup de choses. Donc il faut exiger, vous êtes citoyens, vous êtes tous français ici, vous devez voter l'année prochaine, peu importe pour qui vous avez voté, il faut aller voter et exiger des politiques qui soient transparents, pas de cumul des mandats, transparence au niveau du patrimoine. Ça, c'est très important, il faut que vous soyez exigeants. Il y a une nouvelle classe politique qui arrive. Exigez toujours l'exigence parce que ce sont des gens qui vont avoir un impact sur vos vies. Un tout dernier mot, si je peux me permettre. Le dernier. Les règles du jeu, vous pouvez avoir un impact dessus. Vous êtes des citoyens. Ça suffit, cette période où on disait on ne peut pas changer la machine et tout. Pas du tout. On peut la changer. Il faut aller voter pour des gens qui vous ressemblent et qui vous rendront des comptes, qui ne se détacheront pas du pouvoir. Moi, j'aime beaucoup le discours de Philippe Lambert. C'est passionnant. Merci de m'avoir écouté. Merci. Suzanne, un mot de conclusion de Suzanne, mais un seul. Je voudrais juste prendre une minute pour vous raconter que pour arrêter le TAFTA et le CETA, un certain groupe d'Européens, nous avons essayé de convaincre la Commission d'accepter un référendum populaire. L'exigence de la Commission, c'est 1 million de votes pour la pétition, d'au moins 7 pays ayant tous rempli leur quota, qui est fixé par l'Europe. Ils ont refusé notre question. Nous avons décidé le lendemain de le faire tout de même, auto-organisé par les citoyens. Nous avons eu, en un an, 3,4 millions de signatures
qui venait de 3 fois le nombre de pays nécessaires. Non, tous les pays sauf 5, les 3 Baltiques, Chypre et Malte. Et nous avons, et tout le monde a travaillé ensemble, Est et Ouest. C'est la première fois, à ma connaissance, où nous avons été d'accord sur un grand sujet. C'est là où je me suis sentie vraiment une citoyenne européenne. Mais c'était pour démanteler quelque chose qu'il fallait. Il faut désobéir pour reconstruire. Ça sera la conclusion. Merci beaucoup de votre attention. On peut applaudir.